Bonjour et merci de votre présence. Nous allons aujourd'hui donc aborder la 6e leçon de ce cours. Vous voyez que nous allons aborder un texte fondamental. Donc les leçons précédentes nous ont permis de faire un tour rapide de l'opuscule de Tominaga Nakamoto intitulé Le libelle du vieillard. Je traduis Fumi, Okina no Fumi, donc Fumi par libelle, ça veut dire tout écrit, n'est-ce pas? Mais ça peut être la lettre, mais étant donné le contenu, j'ai préféré donner cette orientation qui n'est pas impossible non plus. Alors, on en aura en effet apprécié la vivacité du style, l'ironie du ton, l'originalité de la pensée. Et comme nous l'avons dit, ce bref écrit en japonais classique, en bungo, n'est-ce pas, sans prétention à la grandiloquence, se fonde sur un ouvrage plus complet, plus profond, à tout le moins dans le sens de l'érudition, et d'une toute autre tenue aux yeux des érudits japonais de l'époque, puisqu'il est rédigé en chinois classique, en sino-japonais, donc en kambun. Alors vous voyez, à l'époque d'Edo, nous assistons à c'est le sprint final, n'est-ce pas, entre le kambun et le japonais. Enfin, ou plutôt c'est la course qui commence réellement, puisque jusqu'alors, vous vous souvenez du cours que nous avons consacré à Jien, n'est-ce pas, où Jien, en tant qu'auteur, enfin nous l'avons abordé sous plusieurs facettes, mais en tant qu'auteur en particulier du Gukansho, que j'ai traduit par un essai sur l'histoire, avec une petite allusion. Or, le Gukansho est l'un des très rares textes qui ne soit pas religieux, prédicatif, bouddhique, à réfléchir en japonais, en langue japonaise classique, sur un thème qui était réservé en priorité au kambun jusqu'alors. Et puis c'est quelque chose qui ne s'est pas poursuivi. À l'époque d'Edo, brusquement, avec l'apparition du Kokugaku, on voit les philologues japonais prendre la langue japonaise classique comme instrument d'exposé et donc de prise de pouvoir, en quelque sorte, intellectuelle. Nakamoto, donc Tominaga Nakamoto, était issu d'une lignée néo-confucianiste, comme je vous l'ai dit. Donc pour lui, le japonais, enfin nous allons revenir peut-être à la fin pour donner une sorte de bilan intellectuel de sa pensée, mais pour ses pairs en tout cas, et en particulier comme il s'adresse, comme c'est une critique du bouddhisme à laquelle il se livre, écrire en japonais, même classique, ça serait non pas déchoir, mais se tromper de lectorat, comme on dirait maintenant. Donc il vise les intellectuels qui réfléchissent sur le bouddhisme et la pensée, donc en chinois classique. Et c'est ce traité donc que j'ai intitulé, je reviendrai dessus, au sortir du recueillement, au sortir du recueillement. Ce traité donc constitue la matrice, comme on dirait maintenant, de la pensée de Nakamoto. C'est son arsenal de munitions méthodologiques qui lui a permis de mettre au point son entreprise de déconstruction, voire de démolition. Encore que, comme on dit encore aussi maintenant, je vous donnerai à la fin de cette leçon quelques réflexions à ce sujet. Nous l'avons déjà dit, c'est ce démantèlement de l'édifice bouddhique dans toute sa majesté jusqu'alors qui est la grande affaire de la courte vie intellectuelle de Nakamoto. Bon, intellectuelle et terrestre. Il y avait de quoi attiser sa verve critique. N'oublions pas que le bouddhisme est représenté par les trois joyaux, l'éveillé, sa loi, sa communauté. Et Sambo, n'est-ce pas, qui est un terme, bien sûr, dans le bouddhisme très vieux, mais qui est entré dans le japonais à date très ancienne aussi. Et que d'une certaine façon, une fois l'éveillé disparu, le Bouddha disparu, bien qu'il n'ait pas vraiment disparu, comme vous le savez, il subsiste dans son corps de loi, n'est-ce pas, son Hoshin, qui est à l'origine. Vous savez que le corps de loi désigne maintenant une dimension, disons, métaphysique de l'existence du Bouddha, mais il semble bien que ce soit au début un sens figuré, c'est-à-dire que le corps de loi, c'était le corpus de loi, c'est-à-dire le dharma tel qu'il était consigné dans les Écritures.
donc c'est-à-dire le grand réceptacle des sutras, n'est-ce pas, le Daisokyo. Le Daisokyo dont vous trouvez, ce sont les 3 derniers caractères de la première ligne, les 3 derniers caractères. Littéralement, les sutras du grand réceptacle, si vous voulez, ou du grand trésor, on peut donc traduire par le grand trésor au sens de thésaurus, n'est-ce pas, de sutras. Et c'est donc le canon bouddhique qui est le corps idéologique du Bouddha. Alors, à ce sujet, il y aurait beaucoup à dire, en particulier dans nos conceptions actuelles, qui sont revues par certains nouveaux courants de pensée, et les critiques modernes de l'orientalisme européen, qui s'étaient d'abord déchaînés loin des études bouddhiques, ont imaginé avoir trouvé une cible de choix dans la bouddhologie, un mot qui n'est pas très joli, tel qu'il s'est développé de façon spectaculaire dans l'Europe du XIXe siècle. Et l'on a vu dans les dernières décennies du XXe siècle apparaître des recherches cherchant à mettre en plein jour le complot idéologique tramé par l'ensemble des orientalistes européens pour ravir aux Asiatiques le monopole des études bouddhiques. Nous avons déjà dit ce que l'on pouvait penser de l'une de ces accusations le plus souvent répétées, qui n'est pas sans faire penser à cette tradition américaine qui voudrait que les Européens du Moyen-Âge pensassent que la Terre fut plate, n'est-ce pas? Et que donc après, voilà, la modernité est arrivée et on savait que la Terre n'était pas plate. Et Umberto Eco a écrit là-dessus, n'est-ce pas? Jamais on a pensé que la Terre était plate. C'est une fausse accusation qu'il est très facile après de récuser. Donc, l'une des accusations le plus souvent répétées à l'égard des recherches bouddhiques européennes, la plupart du temps, puisque ça s'adresse à l'Europe, ces critiques, selon laquelle le terme et la notion de bouddhisme même, le mot bouddhisme, européen de bouddhisme, aurait été créé dans les universités de France et d'Allemagne afin de se constituer un objet propre d'étude et d'en ravir le monopole au milieu lettré, comme à la masse des croyants de l'Asie. Or, cela fait des semaines que nous examinons les idées d'un penseur japonais qui reprenait à son compte un paradigme vieux d'un millénaire au Japon, dans lequel le bouddhisme était effectivement un système de pensée, comme on dirait à l'école pratique des hautes études, clairement délimité, en contraste avec les 2 autres systèmes tout aussi individualisés, nous l'avons bien vu dès le début de ce cours. Et c'est Bukkyo, vraiment, c'est-à-dire le bouddhisme. Une autre des accusations sur lesquelles brodent le plus souvent les tenants de la facilité cognitive est que les Européens se seraient armés de la philologie pour constituer sur leur sol, loin des monastères asiatiques, un canon bouddhique. C'est sur ce sujet que je voudrais insister, un canon bouddhique remanié selon les critères philologiques occidentaux, et devenir ainsi les maîtres, aux 2 sens, des savants bouddhistes de l'Asie. Nous avons traité de ces questions par ailleurs, et nous le referons sans doute, mais n'insistons ici que sur un point, ce que l'on pourrait appeler la gestion du canon bouddhique a toujours été une préoccupation majeure du pouvoir politique dans les territoires où cette religion a joué un rôle. La première manifestation, certaine, en est la liste des 7 textes dressés par l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'édit qui est appelé l'édit de Babra. Vous savez que l'empereur Ashoka, qui est considéré comme le premier protecteur politique du bouddhisme du IIIe siècle avant Jésus-Christ, a laissé quelque chose, un trésor, alors pour le coup extraordinaire, qui est toute une série d'inscriptions authentiques pour la plupart. Il n'y a eu que très peu de contestation de l'authenticité de certaines de ces inscriptions qui sont dans une forme ancienne du Moyen Indien et parfois avec du grec à côté. Et dans un de ces édits qui n'est pas contesté vraiment, on a une liste où l'empereur Ashoka dit, voilà, pour ce qui est du bouddhisme, il faut s'en référer avant tout à 7 textes. Il ne dit pas que le canon bouddhique ne se compose que de ces 7 textes, ce sont les 7 textes qu'il recommande aux diverses communautés. Et
voilà, donc, si ces 7 textes ne sont pas identifiés avec certitude, alors là, il y a une certaine ironie, évidemment, parce que aucun de ces 7 textes, donc ce sont vraiment les mentions les plus anciennes, par leur titre, que nous ayons d'écriture bouddhique. Et à part une, et encore, enfin, les indianistes, certains indianistes soutiennent sans ambiguïté que c'est un texte que nous possédons encore. Bon, je ne serais on peut peut-être le dire, mais en tout cas, ils ne sont pas identifiés avec certitude. On ne sait pas, en fin de compte, qu'ils sont, c'est en tout cas 6 des 7 textes que mentionne Ashoka. Donc l'inscription démontre en tout cas la détermination dès le début du pouvoir quel qu'il soit, à avoir la haute main sur la définition du périmètre des Écritures. Cette tendance à gouverner à coups de canon, si je puis dire, se poursuivra et s'intensifiera en Chine, où l'on voit les grandes dynasties chinoises, ou non chinoises aussi, je ne vais pas insister là-dessus parce que ça nous entraînerait trop loin, assurer l'établissement de canons bouddhiques que l'on appelle soit Issai-kyo, soit Daiso-kyo, n'est-ce pas? Daiso-kyo comme à la première ligne, Issai-kyo, ce sont aussi les 3 derniers caractères de cette ligne-ci, n'est-ce pas? Tetsugen Issai-kyo. C'est en principe synonyme. On voit simplement, enfin, on peut discerner des modes chronologiques, mais je n'entre pas là-dedans. Au Japon, les deux, dans le Japon, disons, qui nous intéresse, les deux, comme vous le voyez d'ailleurs ici, n'est-ce pas? Vous avez Daiso-kyo d'un côté, Issai-kyo de l'autre, n'est-ce pas? C'est pratiquement contemporain, et donc il y a très peu de différences discernables. Donc ces dynasties impériales chinoises ou en chinoise, qui se sont succédées au pouvoir en Chine, ont donc assuré l'établissement de canons bouddhiques dans de nouvelles éditions chinoises ou en les faisant traduire en de nouvelles langues. Chose curieuse, le Japon a été apparemment tributaire des canons importés de Chine, jusqu'à l'époque qui nous intéresse, justement, ce qui n'est pas par un hasard. Et spécialement celui établi au XIIIe siècle dans le royaume de Koma en japonais, soit qu'on appelle Korai aussi, ou bien Koryo en coréen. Mais alors, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le Tripitaka Koreana, dont on possède encore dans un magnifique musée, enfin temple-musée en Corée, les planches originales. Mais donc des travaux aussi amples que minutieux des savants japonais de la fin du XXe siècle, en particulier le professeur Ochiai Toshinori, ont montré qu'en réalité, les grandes collections déposées dans les temples bouddhiques et les sanctuaires shinto au Japon, bien qu'extérieurement classées selon les catalogues continentaux et relevant donc de cette tradition, présentaient parfois d'importantes différences de contenu avec leurs prototypes. C'est un nouveau domaine de recherche qui a été défriché à la fin du XXe siècle et qui n'a pas encore donné tous ses fruits, mais donc sous l'apparente continuité continentale, il y avait une certaine originalité du Daisokyo japonais. Mais enfin, là non plus, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Enfin, ça nous intéresse énormément, mais pas pour ce cours. Mais alors, c'est cela qui nous intéresse en revanche tout spécialement. Il faut attendre le XVIIe siècle, soit 4 siècles après ce qu'on appelle parfois le Tripitaka Koreana, n'est-ce pas? On a un latin plus que douteux, il faudrait au moins le mettre au féminin, pour voir le gouvernement japonais parrainer l'élaboration d'un canon bouddhique complet. Et plus remarquable encore, le même siècle vit l'apparition de 2 canons. Le premier est ce qu'on appelle le Teika Ban Daizokyo, n'est-ce pas, dont l'initiative, je vous donne, est due il a été fait, oui, je ne l'ai pas marqué ici, il s'est constitué entre 1638 et 1648, sur une petite dizaine d'années, alors que c'est évidemment, mais malheureux, dont l'initiative est due au grand religieux Tendai du même nom, et qui présente la particularité d'être composé en caractère mobile de bois. Bon, vous me direz, c'est l'un des très rares exemples d'abord de caractère mobile utilisé au Japon, après la venue des missionnaires, n'est-ce pas, qui ont essayé d'imposer ça. Le caractère mobile serait, semble-t-il, né en Corée, mais on n'en a pas profité au Japon, puisque le second, qui est plus tardif, n'est-ce pas, le Tetsuden
Issaikyo, le Tetsugen Issaikyo dont je vous parle ici, qui est achevé en 1681, lui, et qui a été fait sous la responsabilité du moine Tetsugen, dont je vous donne les dates, 1630-1682. Vous voyez, juste, il est mort une fois son œuvre accomplie. Et c'est un retour à la xylographie, n'est-ce pas ? Les Japonais connaissaient les caractères mobiles, ils n'en ont pas été si contents que cela, et ils sont revenus à la xylographie qui était pour eux beaucoup plus belle, n'est-ce pas ? Donc, et ce Tetsugen Issaikyo, oui, qu'on appelle aussi Obaku Issaikyo, du nom, puisque Tetsugen était un moine de l'école zen récente qui était arrivé au Japon quelques années auparavant, n'est-ce pas, sous l'impulsion du moine chinois Ingen, 1592-1673, qui reste surtout maintenant dans la langue japonaise comme le saint patron des haricots verts, puisqu'on l'appelle Ingen Mame, n'est-ce pas? Donc c'est les haricots d'Ingen, mais il avait aussi insufflé un nouveau vent philologique dans le Japon de l'époque. Donc, vous voyez qu'au XVIIe siècle, on voit apparaître coup sur coup 2 canons bouddhiques complets au Japon pour la première fois, et patronnés directement par les religieux japonais et les autorités japonaises. Tenkai, faut-il le rappeler, le moine Tenkai, donc pour les caractères mobiles, c'était le Richelieu de la première partie du gouvernement des Tokugawa, n'est-ce pas? C'était aussi le fondateur de Nikko, etc. C'était un moine Tendai qui à la fois a restauré la puissance dogmatique, scolastique du Tendai, et en même temps s'était implanté comme second du gouvernement shogunal, ce qui est très, très important. Et en même temps, en favorisant, et là aussi nous sommes toujours dans la lignée de notre cours, c'est lui qui a favorisé le développement d'une partie du Ryobu Shinto, n'est-ce pas, du Shinto des 2 mandalas, puisque dans le Tendai existait aussi un courant ésotérique, et ce que l'on appelle le Ichijitsu Shinto, n'est-ce pas, le Shinto qui est l'avant-dernière ligne, le Shinto de la réalité unique, et qui est encore très vivant d'un certain côté dans le Tendai. Alors, si nous rappelons ici ces quelques faits, ce n'est pas pour le plaisir de la digression, d'ailleurs, oui, j'en ai, mais pour rappeler un trait important des études bouddhiques à l'époque de Nakamoto. Alors que, contrairement au bouddhisme continental, où les canons bouddhiques avaient été au centre de la vie religieuse, les tendances sectaires du bouddhisme japonais depuis l'époque médiévale, et nous l'avons vu plus que souvent, n'est-ce pas, en privilégiant l'étude et la diffusion de sutras particuliers, en particulier le sutra du lotus, bien sûr, ça ne vous étonnerait pas, les sutras ou le sutra d'Amida, et quant au grand sutra de l'école ésotérique, le Dainichikyo, etc., ils étaient très peu lus, d'ailleurs ils sont quasiment illisibles. Et les grands sutras intellectuels que sont par exemple le Kegonkyo ont été lus séparément dans leurs écoles, en quelque sorte, et disons qu'on peut faire une petite liste de 6 sutras. D'ailleurs, je vous en donnerai quelques noms tout à l'heure, puisque Nakamoto va les rappeler, mais disons, c'était des sutras individuels qui circulaient. Et donc, c'est cette tendance à individualiser les sutras, ce qui ne se fait pas au Tibet, par exemple. Au Tibet, en Mongolie, dans la tradition tibétaine, vous avez très peu de sutras isolés. L'unité, c'est le canon bouddhique, n'est-ce pas, comme vous le savez, dans les cérémonies tibétaines, où l'on prend tous les textes de l'ensemble du canon pour faire le tour du monastère à certaines fêtes, n'est-ce pas? C'est pas telle ou telle écriture, c'est l'ensemble du canon qui constitue justement le corps de loi du Bouddha. Donc,
ce Daisokyo était réservé jusqu'alors donc à un milieu restreint de moines érudits. Ce n'est pas pour dire qu'il était isolé, il y avait une pratique qui consistait à lire l'ensemble du Daisokyo. On le sait de plusieurs religieux bouddhiques qui s'isolaient dans leur monastère de montagne pour passer quelques années. Alors, le standard était aussi une douzaine d'années pour lire l'ensemble du Daisokyo. Mais désormais, donc, à partir de ce XVIIIe siècle, le Daisokyo était remis à l'honneur dans une société qui était en plus beaucoup plus lettrée qu'avant, n'est-ce pas, puisque nous avons vu avec Ihara Saikaku l'an dernier que la lecture maintenant est diffusée dans tous les milieux, dans tous les milieux urbains, et pas seulement les milieux urbains, n'est-ce pas? Je vous ai peut-être déjà parlé de ces textes que nous avons traduits par Hartmut Rotermund, le pèlerinage aux 9 sommets, je crois, qui était je ne sais plus si c'est 8 ou 9, en tout cas, ce sont deux Yamabushi, n'est-ce pas, qui font un pèlerinage, et ils gagnent leur vie dans les villages en faisant des exposés sur les textes de Confucius. C'est-à-dire que dans les villages, les gens du village s'assemblaient pour entendre parler de Confucius. Il n'y avait pas encore la télévision, mais ce n'était pas, les Yamabushi ne leur racontaient pas des histoires ou des choses comme ça, c'était vraiment des petites conférences sur les classiques confucéens. Donc vous voyez que à l'époque d'Edo, l'éducation était très répandue. Alors, il faut plutôt l'inscrire d'ailleurs dans le cadre de cette soif de savoir encyclopédique qui faisait que les esprits curieux abordaient ces textes, et surtout ces corpus de textes, avec un esprit plus ouvert, moins formé aux subtilités scolastiques, mais d'autant plus sensible à des évidences intrigantes, objectives si vous voulez, que des siècles de dogmatique avaient fini par faire considérer comme allant de soi dans le cadre de systèmes bien intégrés. Et l'une des premières conséquences de cette prise de contact à nouveau frais des intellectuels d'Edo, bouddhistes ou non, avec la pensée bouddhique telle qu'il se présente, non pas dans telle ou telle tradition scolastique ou sectaire, mais dans l'ampleur du Daisokyo, va être une réaction que l'on pourrait presque qualifier de bon sens, n'est-ce pas, et dont nous avons déjà vu l'expression finale dans l'analyse du bouddhisme que fait Nakamoto, bien que le terme lui-même n'y figure pas. C'est l'idée selon laquelle le grand véhicule, c'est la dernière ligne ici, n'a pas été prêché par le Bouddha, le Daijo Hibussetsu, n'est-ce pas, que le grand véhicule, donc, présente en réalité des doctrines bien postérieures à celles du Bouddha historique, entre guillemets, qu'était Shakyamuni. Quoique ce processus soit clairement décrit dans le libelle, n'est-ce pas, d'évolution des doctrines entre le petit et le grand véhicule, et comme dans les propos au sortir du recueillement que nous voyons dans ces deux leçons, l'expression n'y figure pas telle qu'elle. Elle fera florès, en tout cas, très peu de temps après. Mais il est certain que c'est ainsi que l'ont reçu les contemporains de Chuki, de Nakamoto, comme nous aurons l'occasion de le voir à partir d'un exemple précis. Il faut cependant remarquer que face à cette affirmation, fondée sur une démonstration qui semble difficilement réfutable si l'on reste dans les limites de la simple raison, comme disait quelqu'un, plusieurs réactions sont possibles. La première et la plus radicale est le rejet pur et simple du bouddhisme, en raison de l'impossibilité d'accepter l'histoire qu'il s'est donnée et la structure dogmatique qui repose en grande partie sur l'acceptation de cette histoire. C'est certainement l'attitude de Nakamoto. Et nous verrons, si nous en avons le temps, qu'il réfute en effet explicitement et clairement l'appartenance à toute doctrine. Lui, vous voyez, il dit dans une des phrases des propos sortir du recueillement, c'est la première, n'est-ce pas, Ware, ju no ko ni arazu, michi, ou peut-être do ici no ko ni arazu, mata, shibutsu no ko ni mo arazu. Je ne suis fils, au sens de disciple, fils spirituel ou intellectuel, ni fils du confucianisme, ni fils du taoïsme, ni fils du bouddhisme. Alors, vous allez me dire, mais ce do, michi, est-ce bien du taoïsme? Parce que vous voyez qu'il reprend le paradigme traditionnel des trois doctrines chinoises. Donc,
confucianisme, taoïsme et bouddhisme, en ordre ascendant. Hein. C'est celui de Kukai. Vous voyez, il reprend bien l'ordre traditionnel. Mais on voit aussi que ce To, il ne parle pratiquement jamais du taoïsme, n'est-ce pas? Or, il parle beaucoup du shintoïsme, qui est aussi un To, n'est-ce pas? Un Do, un Michi. Alors, veut-il dire ici qu'il n'est pas shintoïste ou qu'il n'est pas taoïste? S'il n'est pas taoïste, bon, ce n'est pas une information, ce ne serait pas un scoop pour un intellectuel japonais, où il y a très peu, il y en a, mais en tout cas, il y en a très peu de personnes qui se définissent comme taoïstes en dehors de quelques alchimistes opératifs, je dirais. Mais peut-être qu'il se donne ici comme non shintoïste. C'est une petite question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre de façon définitive, nous verrons ça plus tard. Il est vrai que le bouddhisme japonais appartient presque exclusivement à la tradition du grand véhicule, malgré ce que pensent encore maintenant certains Japonais, n'est-ce pas, pour qui l'école de Nara serait le petit véhicule. Ils sont un peu victimes d'un système d'enseignement qui est très ambigu à ce sujet, mais bien sûr que non, il n'y a pratiquement pas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il n'y a pas de petit véhicule présenté en tant que tel dans les grands mouvements bouddhiques japonais depuis l'origine. Donc ce sont essentiellement, nous l'avons vu et revu, le Sutra du Lotus, l'espoir de la renaissance en la terre pure du Bouddha Amida et les pratiques ésotériques qui fondent le bouddhisme de l'âge d'or de Heian. Les époques qui suivent seront marquées par d'autres courants, le zen en particulier, mais ils appartiennent tous au grand véhicule. Puisque la foi bouddhique japonaise s'est tout entière appuyée sur ce courant, en démontrer le caractère tardif et proclamer sans appel qu'il ne provient pas directement de la bouche d'or, n'est-ce pas, Konku, n'est-ce pas, Kin no Kuchi, qui est chrysostome, comme on dirait en grec, qui est la bouche du Bouddha. Tout l'enseignement bouddhique, quel qu'il soit, est présumé dériver directement de la bouche même du Bouddha dans la plupart de ces écoles. Donc, en démontrer le caractère tardif, et il revient à en annuler toute validité pour le Japon. Toute la tradition étant fondée sur une erreur, la saine raison exige de se ressaisir, d'abandonner des positions intenables et de s'en remettre à une morale fondée sur le bon sens. Nakamoto est en ce sens parfaitement fidèle à sa démarche purgative, telle que nous l'avons trouvée dans sa description de la voie véritable, ce Makoto no Michi, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est une démarche irréprochable si l'on s'en remet à la logique. Une autre démarche est cependant possible. Ce sera encore une réaction, certes, d'acceptation de la mise à bas de l'édifice millénaire de la dogmatique bouddhique, mais on essaye d'en sauver quelque chose. Ce quelque chose se trouvera naturellement dans ce qui est censé précéder le grand véhicule, c'est-à-dire le petit véhicule Shoujo Bukkyo en japonais. Alors vous savez qu'il y a, pendant quelque temps, nous avons le petit véhicule était à juste titre, il ne faut pas nier l'évidence, considéré comme une appréciation dépréciative, voire insultante. Donc, et souvent les Occidentaux ont mis à l'honneur, non pas remis, mais mis à l'honneur, un terme pali qui est Theravada, n'est-ce pas, qui correspondrait à un sanskrit Staviravada, c'est-à-dire le discours des anciens, c'est-à-dire des anciens, des religieux éminents de l'ancienne communauté du petit véhicule. Or, les travaux de mon collègue et ami Peter Skilling, et avec d'autres d'ailleurs, ont montré que cette appellation de Theravada, dont tout le monde se réclame pour montrer une certaine objectivité et respect pour la tradition essentiellement pali du bouddhisme, eh bien cette appellation date du XIXe siècle et a été largement élaborée. Alors là, pour le coup, la critique de l'orientalisme bouddhologique serait malheureusement, elle va dans un autre sens, mais tant pis, serait à remettre à l'ordre du jour. Ce sont pour éviter ce terme de grand véhicule, on a presque forgé, enfin un terme qui se trouve, mais qui ne désignait pas spécialement cela. Donc l'appellation du bouddhisme pali comme Theravada, mais alors ça a été très tôt adopté encore une fois par le pouvoir
monarchiques, les pouvoirs monarchiques d'Asie du Sud-Est, en particulier la Thaïlande, n'est-ce pas, que c'est peut-être l'un des pays où ça c'est le plus développé, et puis c'est devenu à présent universel. Ça ne repose pas sur une tradition historique. Mais donc, alors, le petit véhicule ayant précédé le grand, il serait forcément plus proche de l'enseignement oral que le Bouddha aurait réellement prêché. Après, on se retrouve à l'époque d'Ashoka, n'est-ce pas? Et Nakamoto lui-même estime d'ailleurs qu'il est en effet possible que l'on trouve dans le petit véhicule des fragments authentiques de l'enseignement du Bouddha. Cela ne le mène pas à adhérer à la doctrine bouddhique pour autant. Mais nous voyons l'un de ses contemporains, dont je vous donne ici le nom, Hattori Somon, n'est-ce pas, ou Tenyu, dont vous voyez, 1724-1769, il n'a pas vécu beaucoup plus longtemps que Nakamoto. Il est mort aussi vous savez, la tuberculose sous une forme ou sous une autre a fait des ravages au Japon jusqu'à l'époque moderne. Donc, ce Hattori Somon, que l'on présente le plus souvent comme un confucianiste, a été profondément inspiré par le traité de Nakamoto, et il prolongera sa réflexion dans un livre qui eut à l'époque et dans les générations suivantes un certain succès, ce qu'on appelle le Sekirara, n'est-ce pas, en toute sa nudité. Cela provient d'un passage, des écritures bouddhiques, n'est-ce pas, et remanié par les commentaires, enfin, je n'entre pas dans les détails, où le Bouddha donc se dépouille de ses ornements bouddhiques, en commençant par le pectoral, vous savez, qui font de lui un Bouddha encore glorieux, en quelque sorte, et il se dénude pour prêcher le plus simple, c'est-à-dire le petit véhicule. Alors, Sekirada, en toute sa nudité, et dans un ouvrage dans lequel il reprend nombre de passages des propos au sortir du recueillement, mais où il défend la possibilité de trouver dans les écritures classées dans le petit véhicule, et notamment dans les Agama, n'est-ce pas, dont je vous ai déjà parlé, les Agonkyo, un enseignement authentique du Bouddha. Hattori s'est par ailleurs intéressé à la philologie des textes zen chinois et fréquentait les temples bouddhiques. Il a travaillé sur la langue du zen. Son ouvrage s'inscrit dans le prolongement de celui de notre penseur iconoclaste, Nakamoto, et il a souvent été imprimé avec celui-ci et a été publié chez un éditeur bouddhiste proche de l'école zen Sotoshu, c'est la librairie Komeisha à Tokyo, n'est-ce pas, dont les nombreuses publications relevaient avant tout de l'apologétique bouddhique et de la diffusion de la doctrine. C'est donc un phénomène très curieux mais riche de conséquences. Le prototype de la critique du bouddhisme, qui était l'ouvrage de Nakamoto, accolé tel quel à l'essai complémentaire de Hattori Tenyu, se trouvait ainsi sciemment désamorcé, pour ainsi dire, et était jugé suffisamment adouci pour figurer dans une collection bouddhique qui semble avoir été très diffusée à l'époque. Et nous allons revoir cela tout à l'heure, n'est-ce pas? La prise de conscience de l'historicité du bouddhisme dans son développement doctrinal n'a donc pas eu, au Japon au moins, les conséquences dévastatrices que l'on aurait pu attendre dans les milieux cléricaux. Et ainsi que le montre le dialogue Nakamoto-Hattori, elle aura débouché sur une voie nouvelle qui se dessine dès la refondation de Meiji, une fois passée la vague d'éradication dont je vous ai parlé des années 1870. Cette évolution résulte, à mon sens, de la rencontre de deux phénomènes nouveaux. Tout d'abord, celui qui est représenté par la réflexion critique de Nakamoto, radouci par Hattori, lequel sauve en quelque sorte une partie essentielle du bouddhisme. Et de l'autre côté, la découverte des méthodes philologiques occidentales, qui ont été adoptées avec avidité au Japon et qui s'étaient élaborées au cours des siècles, essentiellement autour des travaux en Europe portant sur l'édition des manuscrits transmettant les œuvres antiques latines puis grecques, puis enfin la Bible. Ces méthodes furent très naturellement transposées aux autres domaines extra-européens, dont les cultures écrites présentaient suffisamment d'analogies pour être abordées avec les mêmes moyens. Tout d'abord les traditions syriaques et arabes dès le XVIIe siècle, puis au XIXe siècle, l'immensité des littératures indiennes. Et parmi celles-ci, le bouddhisme attira immédiatement l'attention des philologues du fait de sa diffusion dans l'ensemble de l'Asie. La complexité de ces traditions réclamait d'y voir clair. Et d'une certaine façon, les spécialistes européens aboutissaient aux mêmes conclusions que Nakamoto et son disciple et émule Hattori. C'était le petit véhicule
rebaptisé Theravada, n'est-ce pas, qui transmettait le plus fidèlement en langue pali, donc qui n'était pas le sanskrit, mais une langue proche, les plus anciens enseignements du Bouddha. Avec l'envoi en Europe de jeunes moines japonais ayant pour mission de s'initier à ces méthodes, cette nouvelle vision, qui se concrétise avec la fondation en 1881 à Londres de la Pali Text Society, autour du grand Rhys Davis, n'est-ce pas, qui se consacre à l'édition philologique du Tripitaka Pali. Alors, là aussi, enfin, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'édition philologique, donc scientifique, entre guillemets, du texte pali, qui est diffusée dans une bonne partie des États, des États de l'Asie du Sud-Est, même s'ils sont souvent colonisés à l'époque. Je parlais de Sri Lanka, de Ceylan, de la Birmanie, de l'Inde, du Siam, donc du Cambodge. Or, le texte définitif de la Pali Text Society est imprimé en caractère latin. Alors on dit, voilà, c'est la mainmise de l'Occident, le définitif, n'est-ce pas, définitivement prouvé. L'embêtant, c'est qu'il n'y a pas d'écriture commune à l'ensemble des pays dont je viens de vous citer les noms, n'est-ce pas. Chaque pays transmettait les écritures pali dans son écriture propre, qui est absolument illisible pour le voisin, n'est-ce pas. Donc, choisir l'une de ces écritures était un rejet des autres. Et Rhys Davis estimait de façon assez logique qu'en fin de compte, ce que tous les religieux nous sommes à la fin du XIXe siècle, pouvaient lire facilement, d'autant plus que c'était des États souvent colonisés, eh bien c'était l'anglais et donc l'écriture latine. Et d'ailleurs, après, on a vu que ces textes furent retranscrits dans les différentes écritures. Enfin, là encore, c'est une digression. Mais en tout cas, cette nouvelle vision va gagner peu à peu le Japon, et nous assistons ainsi dans ce pays, au Japon, à un mouvement important qui aboutit à la traduction monumentale du canon bouddhique de la tradition du Sud, le Nanden Daizokyo, n'est-ce pas, de l'avant-dernière ligne, avant la guerre, vous voyez, 1931-1941, dont le but était de présenter une tradition divergente et jugée comme plus authentique de l'enseignement du Bouddha. On pourrait mettre en parallèle, bien sûr, l'essor des études de la langue sanskrite, et bouddhique et non bouddhique, conséquence directe de la prise de conscience du caractère secondaire des traductions chinoises, qui avait été jusqu'alors le seul idiome de transmission du Dharma au Japon. Donc en même temps, à la fois le petit véhicule reprend du poil de la bête, si j'ose dire, et le chinois, chez les savants philologues, est complètement dévalorisé à un moment parce que on se rend compte, n'est-ce pas, que ce n'est pas lui qui transmet les écritures les plus anciennes, alors que c'est sous cette forme qu'il s'est implanté au Japon. Tout cela peut être peu ou prou rattaché au bouleversement cognitif provoqué par le traité de Tominaga Nakamoto, ce qui nous donne donc une mesure de son importance. Certes, on pourra arguer que la question se serait de toute façon posée avec l'arrivée des méthodes philologiques modernes, mais ce qui est fascinant dans le cas de notre penseur est que ces idées aient préparé une base préalable au Japon même, où les méthodes nouvelles aient pu s'arrimer sans provoquer les remous que l'on aurait pu attendre. Si vous voulez, Nakamoto a préparé le terrain. Et c'est peut-être cette préparation intellectuelle qui aboutira à la solution somme toute surprenante qui prévaut dans le bouddhisme japonais actuel, que nous ayons affaire aux écoles traditionnelles ou au mouvement néo-bouddhique. Cette solution, c'est une sorte de statu quo intellectuel où nous assistons à la coexistence d'une méthodologie philologique sans faille, secondée par toutes les disciplines ancillaires que sont l'archéologie et la linguistique, et d'une acceptation non discutée, tacite, de la tradition scolastique et sectaire telle qu'elle s'est développée au Japon. C'est comme si les Japonais avaient désormais accepté le bouddhisme sous la forme qu'il a prise au Japon, comme un élément intégrant de leur culture, qui n'avait pas à être remis en question au nom d'arguments perçus comme extrinsèques, précisément parce qu'ils appartenaient à une autre dimension, la dimension historique. On pourrait soutenir en ce sens que malgré le mouvement d'éradication du bouddhisme auquel avait mené la pensée de Nakamoto, exacerbé par le philologue nationaliste Hirata Tsutane, que nous allons voir dans 2 ou 3 semaines, la profonde symbiose créée par le mouvement d'assimilation shinto-bouddhique, n'est-ce pas, le Honji Suijaku ou le Shinbutsu Shugo, ce mouvement d'assimilation s'était malgré tout maintenu,
et voire même avait triomphé. Il y a beaucoup de choses qui le montrent, n'est-ce pas? Je vous ai peut-être déjà dit cette rencontre très très surprenante pour moi au Japon il y a une trentaine d'années. Un jeune et enthousiaste religieux japonais appartenant à un mouvement néo-bouddhique qui avait appris le hindi, n'est-ce pas? Donc l'une des grandes langues de l'Inde du Nord moderne et la langue officielle. Il y a quelques problèmes à ce sujet de l'Inde, et il voulait traduire le Sutra du Lotus en hindi. Et comme vous le savez, nous avons une version, même plusieurs, mais enfin nous avons de nombreux manuscrits maintenant du Sutra du Lotus en langue sanscrite. Nous avons la chance d'avoir le Sutra du Lotus conservé en langue sanscrite. Il a été conservé par une tradition bouddhique népalaise que l'on a redécouverte au XIXe siècle et qui a fait, ça a été l'un des éléments moteurs de l'essor des études bouddhiques en Occident. Eh bien, alors, moi très naïvement, je dis formidable, vous traduisez donc du sanskrit en hindi. Et lui me regarde un peu étonné et me dit « Mais non, je traduis du chinois, de la traduction de Kumarajiva. » Parce que pour lui et le mouvement néo-bouddhique auquel il appartenait, la traduction chinoise donc, de Kumarajiva, qui date des environs de 400 après Jésus-Christ, était plus authentique, en quelque sorte, c'est vraiment du Borges, n'est-ce pas, était plus authentique que la version sanscrite. Et vous voyez que c'est tout à fait dans la lignée de cette pensée que Nakamoto, en fin de compte, n'a pas pu défaire. Il y aurait d'autres exemples. Un autre exemple très important, enfin très intéressant, parce qu'il concerne aussi l'Occident. L'un des principaux documents, je crois qu'il date de la fin des années 1930, mais autour des années 40, n'est-ce pas? C'était un livre qui est publié en anglais, c'était une série de conférences, je crois que c'était Takakusu Junjiro lui-même, qu'ils avaient fait en anglais, prononcé en anglais, je crois à Hawaï, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y avait déjà... enfin, c'était en tout cas sur le sol américain, et qui s'appelle The Essentials of Buddhist Philosophy. Qui a été très souvent cité par les spécialistes occidentaux, qui est constamment réédité d'ailleurs. Et quand vous lisez ce livre, eh bien vous voyez que Takakusu Junjiro, donc qui est, comme je viens de vous dire, l'un des pionniers de cette réévaluation de la tradition extra-chinoise, n'est-ce pas, donc pali du bouddhisme, eh bien, dans ces Essentials of Buddhist Philosophy, mais il ne le dit même pas, n'est-ce pas? Pour lui, ça coule de source. Il se moule entièrement dans la vision scolastique japonaise de l'histoire de la pensée bouddhique. C'est-à-dire, il se moule dans la grille, il se moule dans le système que Nakamoto critique, n'est-ce pas? Et Takakusu Junjiro, qui est, je vous dis, l'un des plus éminents protagonistes de cette nouvelle bouddhologie, lorsqu'il réfléchit lui-même en tant que penseur, eh bien, il se réinstalle dans ce système. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et alors, l'alerte suscitée par Nakamoto aura été chaude, et donc, après cette digression, qui semblait malgré tout indispensable pour comprendre la suite, il est temps de revenir au texte du Shutsujo Kogo. Donc des propos au sortir du recueillement, du samadhi, de ce que vous voulez. Il s'agit d'un texte de lecture bien moins aisé que le libelle du vieillard. Il était à l'évidence destiné à des connaisseurs des doctrines bouddhiques, car Nakamoto ne fait aucun effort pour en expliquer les bases. Il plonge directement dans les textes, ce sont des notes de lecture, à vrai dire, avec des réflexions, et s'efforce d'en montrer les incohérences. Il ne saurait donc être question pour nous d'en faire ici une lecture étendue, et nous nous contenterons d'en apporter quelques passages de portée plus générale et qui concernent notre propos. Permettez-moi, malheureusement, c'est indispensable, encore une digression qui a au moins l'excuse de rejoindre la précédente à propos de Hattori Tenyu. On pourra certainement, et à juste titre, s'étonner de découvrir que ce texte iconoclaste, celui que je vais donc de Nakamoto, censé mettre à bas le bouddhisme, du moins dans l'esprit des adeptes du Kokugaku, dont relevait Atsutane, c'est-à-dire les philologues purs et durs nationalistes, figure comme le premier texte du premier volume d'une collection savante intitulée « Les grandes œuvres du bouddhisme moderne », Gendai Bukkyo Meisho Zenshu,
Aux côtés de deux grands penseurs religieux de l'époque Meiji, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais qui ont un grand rôle, n'est-ce pas, Inoue Enryo et Kiyosawa Manshi. Bon, ils sont très connus au Japon dans l'histoire de la pensée japonaise en général, mais ils étaient bouddhistes. Cette collection, comprenant 10 volumes, classés à peu près par ordre chronologique, était sous la direction de 3 illustres savants. Nakamura Hajime, 1912-1999, qui est très connu même en Occident, spécialiste de la philosophie indienne et du bouddhisme indien, et qui était le disciple aussi de Ui Hakuju et de Watsuji Tetsuro. Donc, Nakamura Gen ou Hajime est très... vous voyez, c'est le même problème que pour Tominaga Tsuki ou Nakamoto, n'est-ce pas? Nakamura, on l'appelle soit Nakamura Hajime, soit Nakamura Gen, et personne ne s'est jamais décidé pour l'une ou l'autre lecture du même caractère chinois. Donc, c'est Nakamura, donc Gen, le moteur, je pense, du projet. L'autre, qui était un peu un nom illustre associé, mais qui n'a peut-être été moins actif dans le choix des textes, c'était Masutani Fumio, qui appartenait à l'école de la Terre pure, donc une école qui a beaucoup joué dans la modernisation du bouddhisme japonais. Et le troisième, je ne pense pas avoir mis les... Non, le troisième, c'était le très connu en Occident Joseph Kitagawa, n'est-ce pas, 1915-1995, vous voyez, pratiquement contemporain de Nakamura Gen, ce sont certainement les deux protagonistes de l'affaire, et qui était, lui, issu d'une famille japonaise chrétienne, née au Japon, et qui fut pasteur épiscopalien, comme son père, c'est-à-dire épiscopalien, c'est la version américaine de Church of England, n'est-ce pas, comme ça, comme les Américains ont quelques répugnances à se reconnaître comme membres de Church of England, disons, c'est l'aspect le plus traditionnaliste du protestantisme anglo-saxon. Et il a été surtout professeur d'histoire des religions à la Divinity School de l'Université de Chicago, où il travailla en étroite collaboration avec Mircea Eliade, et avec qui il fonda en 1960 la revue History of Religions. Donc c'est très important. C'est l'intention générale qui présidait à la publication de cette importante collection était de mettre en perspective l'histoire de la pensée bouddhique japonaise, c'est pas bouddhique, je dis, des 19e et 20e siècles, au moment où, nous l'avons dit, la découverte des méthodes occidentales remettait profondément en cause la légitimité de la tradition historique de ce bouddhisme. En choisissant de placer les propos au sortir du recueillement en tête de cette collection, les responsables faisaient pour sûr un geste audacieux, presque provoquant, mais en même temps, comme nous l'avons remarqué pour Hattori Tenyu, ils réussissaient à le présenter comme la première marche d'une réflexion bouddhique moderne, dont le but n'était pas de démontrer l'invalidité de la religion, mais la nécessité de la repenser, voire de la reconstituer selon de nouveaux principes. Nakamoto lui-même, avec son mauvais esprit, aurait sans doute pu dire qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe, n'est-ce pas, Izuna, vous vous souvenez, dont nous y voyons pour notre part l'influence très probable, probablement par l'intermédiaire de Joseph Kitagawa, de la pensée du théologien allemand Rudolf Bultmann, 1894-1976, voyez, on est dont les idées très, très connues, n'est-ce pas, qui ont été énormément discutées à leur heure, sur la démythologisation du christianisme, et notamment de ce qui concernait la résurrection de Jésus, pour iconoclastes qu'elles parussent à beaucoup au sein même du protestantisme, eurent un retentissement considérable à l'époque qui nous concerne. Et là aussi, c'est quelque chose de pas assez connu, l'influence des grands théologiens protestants, en général de langue allemande, mais jusqu'à Tillich, enfin, qui était allemand, mais qui après a traduit, a écrit en anglais, sur le bouddhisme japonais, et en particulier le bouddhisme de la Terre pure, est considérable. Des gens qui ne sont plus du tout connus maintenant, comme Karl Barth, enfin connus en dehors des milieux spécialisés, le grand théologien suisse, vous avez ses œuvres complètes sont traduites en japonais, n'est-ce pas, et étaient en vente dans les librairies des librairies de campus des grandes universités japonaises de la Terre pure, n'est-ce pas? Donc les Japonais se nourrissaient de cette culture protestante où ils voyaient justement une façon de sauver les apparences, sinon de sauver les meubles, sans démonter leur tradition, mais en y apportant
une réflexion critique qui était surtout démontrée, destinée finalement à en démontrer la solidité à laquelle on pouvait s'accrocher. Mais bon, enfin voilà, c'est donc le Shutsujo Kogo, donc les propos au sortir du recueillement, pouvaient donc tout aussi bien être considérés comme la question à laquelle les textes présentés dans la collection allaient répondre. Et c'est comme ça qu'on a prise. Mais le plus simple pour faire connaissance avec ce texte sera d'en aborder la préface de l'auteur lui-même, datée précisément du mois de septembre de l'année 1744. Je dis bien septembre et pas Kugatsu. J'ai vérifié maintenant, c'est très facile par Wikipédia, donc on est à peu près en septembre 1944. Et elle comporte certains éléments émouvants si l'on se rappelle qu'elle est rédigée à peine 2 années avant la mort de ce tout jeune érudit. Et encore une fois, elle nous garantit, cette préface, le synchronisme avec le libelle, le Okina no Fumi, le libelle du vieillard, dont nous avons vu que 2 des 3 préfaces dataient de la même année, 1744. Et d'ailleurs, l'une des 2 préfaces de 1944 est signée d'un ami de Nakamoto qui est mentionné dans le Shutsujoku, dans les propos au sortir du recueillement. Et les 2 autres préfaces, dont celle de Nakamoto lui-même, datent probablement, de 1738. Vous voyez qu'il prend les préfaces du libelle du vieillard, prend en sandwich, si vous voulez, la date d'élaboration des propos au sortir du recueillement. Alors, voyons là tout d'abord. Donc, je commence par cette première. Alors, je vous donne simplement le texte. Oui, j'ai oublié de vous dire, oui, que ce texte donc le texte chinois qui est publié dans cette collection des grandes œuvres du bouddhisme moderne, n'est-ce pas, a été traduite et commentée de façon extraordinairement abondante par un religieux japonais du Tendai, mais enfin qui appartenait au grand temple que tous les touristes qui sont allés au Japon connaissent, le Asakusa-dera, n'est-ce pas, qui s'appelle le Sensoji en japonais, et Kyodo Jiko, qui est resté plus de 10 ans à Paris, qui était francisant, a fait ce travail comme son travail de jeunesse. Et c'est un chef-d'œuvre le commentaire est très riche, il fait plus de 300 pages, n'est-ce pas, pour un texte qui doit faire une vingtaine de pages en chinois, et vous imaginez, et avec toutes les... c'est vraiment... Et c'est le texte qu'a utilisé Michael Pye, dont je vous ai parlé la dernière fois, n'est-ce pas, qui l'a traduit aussi en anglais, qui est une très bonne traduction, mais avec quelques petits détails qui ne sont pas sans importance, que je me permettrai de réviser ici. Alors, voilà, donc je voudrais... Kyodo Jiko a disparu il y a quelques années, maintenant il y a une petite dizaine d'années, et au moins il restera long. Il a écrit aussi une biographie du grand maître du Tendai, n'est-ce pas, de Chingi, mais je pense que c'est ce texte qui sera certainement date. Alors malheureusement, mon ami aussi disparu, Hubert Dürth, que vous connaissez par ailleurs comme l'un des grands bouddhologues de langue française, il était belge, s'était toujours promis de le traduire en français. C'est pour ça que je n'y avais pas touché, je pensais. Et une fois Dürth disparu, j'ai demandé si on avait trouvé dans ses écrits le brouillon que j'espérais trouver de cette traduction qu'on aurait pu publier. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, c'est une traduction qui reste à faire. Donc, voici la préface. Je ne vous mets pas il faudrait aussi faire une petite... on reviendra là-dessus sur le style de Nakamoto, parce que vous l'avez remarqué d'ailleurs, que ce soit dans les écrits latins, grecs ou sino-japonais, les éditeurs, traducteurs font très peu de remarques sur le style. Est-ce que c'est pour avoir peur? Est-ce que c'est par peur de se mouiller ou je ne sais quoi? En tout cas, voilà, il était très jeune, n'est-ce pas? Il a été nourri de bouddhisme de Kambun, mais il y a... lu par un Chinois formé dans les lettres
classique chinoise, il y a des choses extrêmement bizarres. On comprend, un Chinois comprendrait le sens général, mais il y a, nous allons peut-être en voir quelques exemplaires ici, quelques exemples ici, mais il y a souvent des, disons, les Japonais, lorsqu'on parle d'une traduction de langue occidentale en japonais qui garde un relent étranger, les Japonais disent que c'est bata aksai, n'est-ce pas? C'est une traduction qui sent le beurre. Eh bien, là c'est un peu pareil. C'est le washu kambun, n'est-ce pas? Le kambun un peu à relent japonais. Mais il y a énormément, en même temps, c'est pétri, c'est truffé de citations de classiques chinois. Nous allons voir tout de suite. Alors, vous voyez, il a 30 ans quand il dit ça, il n'a même pas 30 ans, n'est-ce pas? Mais alors que j'étais encore presque un enfant, et vous voyez, il va distinguer ici Osanashi, et puis ensuite Sho, n'est-ce pas? Et qu'on peut dire aussi Osanai et Cho. Donc il y a Yo, Sho, Cho. Et pour une toute petite vie, une très courte vie malheureusement, mais il est obligé de la présenter comme une vie normale, donc il reconstitue une chronologie de 30 ans sur 70 ans. Alors que j'étais encore presque un enfant, à mes moments perdus, je me prenais à lire des ouvrages confucianistes. Adolescent, puis adulte, c'est comme ça que je traduis le shōchō, n'est-ce pas? Adolescent, puis adulte, quand je retrouvais quelques loisirs, je prenais l'occasion de lire des ouvrages bouddhiques. Prenant alors le temps d'y réfléchir, je me dis, les voies confucianistes et bouddhiques sont donc telles que cela, mata nao kaku no gotoki nari, et ne résident toutes deux que dans l'établissement du bien, zen otatsu. Cependant, accéder à une plus minutieuse distinction entre les dogmes des voies qui en sont les causes et conditions, comment ne serait-ce pas là source de joie? Alors j'attire pour les japonisants et kambunisants vous voyez, mais où est la joie là-dedans, n'est-ce pas? Et le traducteur anglais s'y est trompé aussi. Mais simplement, c'est ce caractère setsu, ne doit pas se dire setsu ici, mais etsu, c'est-à-dire yorokobu. Et c'est une citation directe de Confucius. Évidemment, ce sont les premiers mots de Confucius, quasiment. Tout le monde connaissait ça au Japon. Mais voilà. Alors, ce n'est pas expliqué, c'est veut dire ici joyeux, n'est-ce pas? Donc, comment c'est une citation presque littérale, non pas des premiers mots de Confucius, mais c'est une expression qui se retrouve plus loin dans Confucius. Mais là, la citation est presque littérale. Je vous fais grâce des détails. Mais cela ne saurait se faire sans le secours d'un livre. Vous voyez, Seki. Voilà. Il pense qu'il faut qu'il explique toutes ces réflexions. Il faut qu'il les mette dans un livre. Nakamoto confirme bien, pour ceux qui en douteraient encore, la chronologie de ses études. Les confucianistes, dans sa prime adolescence, vous vous souvenez ce livre qui s'appelle Setsuhei, que l'on a perdu, le compendium, je vais dire, eh bien, il l'a fait à 15 ans. Et il en reprend des idées dans les deux livres ici. Donc, le confucianisme dans sa prime adolescence, puis le bouddhisme. Pour découvrir ce qu'il nous redira ou a redit, puisque le libelle du vieillard couvre le commencement et la fin de ce texte, à savoir que toutes les voies s'accordent sur un point fondamental, celui d'établir le bien dans l'humanité. C'est sa lecture de ces textes. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est le plus petit commun dénominateur dont il nous fait part ici, et c'est la conclusion donc, du libelle du vieillard, comme vous le savez. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir plus en détail les enchaînements causaux. Vous voyez, il utilise le mot innen. Bon, je n'entre pas dans les détails grammaticaux ici. Les enchaînements causaux par lesquels chacune des voies parvient à ses fins. Plus exactement, ce ne sont pas les enchaînements eux-mêmes, mais les dogmes, c'est pas les gi, qui les expriment, qui font l'objet de son attention.
Nous retrouvons formellement exprimé ici l'intérêt que nous avons découvert partout dans ses écrits pour l'histoire de la pensée bouddhique et des autres religions. Tout cela, pour lui, ne peut se faire qu'à travers l'étude des écrits. Nous retrouverons... oui, excusez-moi, oui, voilà, mais il faut s'appuyer sur les écrits. Nous retrouverons plus tard chez Hatsutane, bien plus vertement exprimé, l'idée d'un profond décalage entre les écrits scolastiques et les attitudes quotidiennes des religieux bouddhiques, la plupart peu au fait de la dogmatique et à plus forte raison de son histoire. Nous voyons ici encore comment Nakamoto, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, a recours au vocabulaire bouddhique comme instrument principal de sa réflexion. Vous voyez, innen, c'est un caractère de base, une idée, un dogme, encore une fois, un guide de base du bouddhisme. Et dans sa vision du monde japonais en général. Et ici, Nakamoto se livre à une sorte de crossover, comme on dirait, et l'applique en même temps au confucianisme. Vous voyez, il met confucianisme et bouddhisme ensemble, il leur applique le terme de innen, les deux sont soumis à au même phénomène d'enchaînement de causes et d'effets, et il l'explique tout en démontant le bouddhisme. Il se sert encore une fois de la dogmatique, je pourrais dire, du bouddhisme. La phrase qui suit nous donne une idée des hésitations du jeune homme. C'est ainsi que s'est fait mon livre, n'est-ce pas, naru, au sens de s'achever, n'est-ce pas, naru ici, s'achever. C'est ici que se fait mon livre au sortir de la concentration, au sortir du propos, au sortir du recueillement, une réflexion que j'ai gardée à l'esprit pendant bien 10 années. Lorsque j'en parlais aux gens, ils restaient évasifs. Shitomina bakunari. L'expression shutsujo est bien entendu bouddhique, le sortir du recueillement. Comme de bien entendu, on la rencontre sinon dans le Sutra du Lotus, c'est-à-dire pas tout à fait dans le Sutra du Lotus, comme je vous l'ai dit, jo, recueillement, le terme sino-japonais jo, recueillement, correspond au sanskrit samadhi. Samadhi, et vous voyez, qui est parfois transcrit alors en sino-japonais sous la forme zammai que vous avez au troisième point, n'est-ce pas, un terme qui existe encore en japonais moderne. Ce qui fait donc que Nakamoto présente son discours, setsu, n'est-ce pas, comme il dit, comme une sorte de révélation de la loi profonde. Il sort du samadhi, bien sûr c'est ironique, il sort du recueillement et fait comme le Bouddha, n'est-ce pas, il prêche. Et lorsqu'il nous dit qu'il garde ses réflexions à l'esprit, il ne fait que reprendre en abrégé une autre, je ne sais pas si je vous l'ai mise ici, oui, voilà, il ne fait que reprendre en abrégé une autre formule canonique répétée à l'infini dans le Sutra du Lotus concernant le fait de recevoir et garder le discours du Bouddha. Vous voyez, il se présente à la fois comme le Bouddha qui, au sortir du recueillement, prêche sa doctrine, c'est un cliché, n'est-ce pas, et puis en même temps, il la garde. Vous voyez, Sunamachi konosetsu o motsukoto, il la garde à l'esprit, c'est aussi un cliché bouddhique, pendant 10 années. Donc, comme un auditeur, il a écouté sa propre révélation, mais il n'ose pas la donner aux gens parce qu'il voit bien que lorsqu'il l'essaye sur ses amis, eh bien, les autres ne savent pas trop si c'est du lard ou du cochon, n'est-ce pas? Et donc, là encore une fois, il se plie à un cliché scripturaire lorsque le Bouddha, justement, lorsque dans la parabole de l'enfant pauvre du Sutra du Lotus, n'est-ce pas, arrive cette expression, celui qui reçoit la brusque révélation reste comme un sourd et un muet, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ces amis qui restent évasifs ont la même, voilà, ils n'osent pas réagir à ce qu'il faut bien appeler la nouveauté, en tout cas le caractère assez brutal de ce qu'il nous dit. Donc,
Alors oui, la traduction anglaise, je pense que ma traduction est mieux. Donc, si Nakamoto garde ce texte à l'esprit 10 années durant, après avoir fait le livre, n'est-ce pas, parce que le caractère naru que l'on voit ici signifie achever, n'est-ce pas, souvent les gens sont influencés par le sens japonais moderne et chinois aussi, qui veut dire devenir. Mais dans les textes les plus anciens, et en strict Kambun, ça veut dire achever. Il achève le livre. Le livre est achevé, il le garde 10 ans par devers lui, et il le teste en quelque sorte sur des amis, mais dont il voit bien que les réactions ne sont pas enthousiastes. Donc la préface datant de 1744, au moins un premier jet du livre était écrit sans doute en 1734. Nakamoto avait alors 19 ans. Et bon, en tout cas, c'est très impressionnant. Alors, laissons le poursuivre avec ce passage qui est, à mon sens, très émouvant, n'est-ce pas? Alors, le tatoi, le premier caractère, c'est « bien que j'ai pris de l'âge ». Alors, vous voyez, et que mes cheveux se mêlent de blanc. Alors, bon, il prend un cliché chinois. Bon, à 30 ans, c'est vrai qu'on peut avoir quelques cheveux blancs. À 30 ans, ça, j'ai fait quelques observations, et en effet, oui. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, et que mes cheveux se mêlent de blanc, dans notre royaume, les voies du confucianisme et du bouddhisme ne sont que cela, les voies du confucianisme et du bouddhisme. C'est un peu étonnant comme chinois, mais c'est une tournure que Nakamoto utilise souvent dans son texte, pour dire que, ben voilà, c'est pas autre chose que ça, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il répète. Donc Et les voies du bouddhisme ne sont que cela, les voies du confucianisme et du bouddhisme. Quel bienfait apportent-elles? Hélas, je vis dans l'obscurité et la maladie, bien incapable d'amener les gens à la vertu, et de surcroît, le grand terme de la mort me menace, n'est-ce pas? Taiko omotte, kagidan, kore o kagiru. C'est une citation aussi. Ne pourrais-je transmettre mes idées? Se demande-t-il. Il est inquiet du fait de mourir sans que personne ne sache ce qu'il aurait pensé. Il n'a pas 30 ans lorsqu'il écrit cette préface. Bien évidemment, il est présomptueux pour un homme trop jeune de publier de tels brûlots, et Nakamoto se doit donc de se présenter comme suffisamment âgé pour se donner de telles latitudes. La maladie constitue donc un avantage. Il déplore que les deux voies du confucianisme et du bouddhisme ne soient que ce qu'elles sont, c'est-à-dire, d'après ce que nous avons vu dans le libelle du vieillard, des constructions historiques qui n'apportent aucun bienfait au peuple. Vous savez, c'est pour ça qu'il propose sa propre voie. Il se doit donc, au moment où il sent sa fin prochaine, et ce n'est pas un artifice de rhétorique ici, de transmettre, c'est-à-dire publier, Stau, le livre qu'il avait écrit 10 ans auparavant. Et donc, il veut le faire circuler. Et c'est bien ce terme qui sera utilisé jusqu'à la fin de sa préface, après Tsutao, comme on transmet une voix, n'est-ce pas? Dendo, n'est-ce pas? La transmission de la voix, c'est de transmettre le bouddhisme. Là, il parle de ses idées comme de quelque chose à transmettre, exactement comme un message religieux, ou en tout cas un message d'une grande portée philosophique. J'ai à présent, alors vous voyez qu'ici, il s'appelle ce je, c'est du Kambun tout à fait normal. Pour dire je, il utilise une partie de son prénom, ce qu'on appellerait son prénom, n'est-ce pas? C'est le motto de Nakamoto, n'est-ce pas? Donc il faudrait le dire qui ici. J'ai à présent 30 ans passés, selon la façon de compter sino-japonaise, et je ne peux rester sans les transmettre, ces idées. Et alors là, je souhaite qu'une fois publiées, on les communique de ville en ville jusqu'à la capitale et qu'elles passent ensuite en Corée ou en Chine. Je dis bien, encore une fois, il répète, je dis bien jusqu'en Corée ou en Chine et qu'elles passent ensuite chez les barbares de l'Ouest, c'est-à-dire en Inde. Et de là, donc, en Asie centrale plutôt, et de là qu'elles soient transmises à la terre où Shakyamuni est descendu comme divinité. Shakyamuni Kōshin, ou Kōjin peut-être, Notchi, afin d'apporter aux gens quelques lumières sur la voie. Il va illuminer les Indiens.
Soulignons tout d'abord le curieux emploi de l'expression Kōshin, qu'il faudrait peut-être lire Kōjin à la bouddhique ici, qui au Japon est très peu bouddhique, puisqu'avant tout, elle sinise le terme japonais, c'est le miracle du Kundoku, de Kami Oroshi. Kami Oroshi, c'est la descente de la divinité, d'une divinité japonaise, bien sûr, un kami, invitée par la prière des exécutants d'un rite shinto à descendre sur le lieu du rituel. Elle signifie aussi, et c'est bien attesté aussi à son époque, plus spécifiquement la possession, n'est-ce pas, la possession, un kami qui descend sur le médium ou la médium, est-ce qu'il faut dire la média, donc la miko-san, n'est-ce pas, le miko qui possédé par la divinité, peut parler soit de l'avenir, soit des morts, etc., etc. Le terme existe aussi en chinois, d'ailleurs Kōshin, mais en chinois, précisément, il désigne une possession chamanique. Bon, Nakamoto ne connaissait probablement pas, mais le vocabulaire shinto traditionnel recouvre le même champ. Donc, parler comme on le sait, n'est-ce pas, la formule appropriée, qui est la première des 8 étapes de l'éveil du Bouddha, le Hasso Jodo, etc., c'est la descente du ciel des Tushita. Le Bouddha, en expectative de succession, comme disait, je crois, c'était Sylvain Lévy qui utilisait cette, eh bien, est au ciel des Tushita, d'où il descend. Alors vous connaissez tous l'iconographie bouddhique, n'est-ce pas, sur son éléphant à 6 défenses, dans le sein de sa mère Maya. Donc le Bouddha descend du ciel des dieux Tushita, et là on ne dit jamais, enfin il ne faut jamais dire jamais en sino-japonais, mais en tout cas on ne dit jamais Kōshin dans les textes bouddhiques, on dit toujours Kōten par exemple, n'est-ce pas, comme vous avez ici, ou bien Kōsotsu, Kōtosotsu, ou Kōtosotsuten, on dit soit Kōten, soit Kōtosotsu, mais jamais, au grand jamais, Kōshin, n'est-ce pas. Donc en utilisant il est incongru donc d'utiliser cette expression shinto à propos de l'un des épisodes les plus sublimes de la biographie de l'éveillé. Il est vrai que le Bouddha fut appelé kami étranger aux Chinois par les premiers opposants japonais au bouddhisme, et Atsutane réutilisera ce terme, n'est-ce pas, Totsukami ou bien Kanagami, n'est-ce pas, le kami chinois. Mais quelle est l'intention précise de Nakamoto? Nous avons vu qu'il a fréquemment recours au croisement des lexiques, utilisant des termes bouddhiques pour le confucianisme, comme Hoben et Innen, que nous venons de voir. Mais ici, nous avons nettement l'impression qu'il se livre à une facétie, on pense commencer à le connaître, et reprenant l'histoire de Lao Tzu, tout simplement. Lao Tzu qui se transforme en barbare, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vous ai donné. Non, qui se transforme en barbare, c'est Roshi Kekokyo, n'est-ce pas, un pseudo, un sutra, un pseudépigraphe chinois, où Lao Tzu, Keko, qui peut vouloir dire se transformer en barbare ou convertir les barbares, n'est-ce pas? Et vous savez, donc, Lao Tzu franchissant la passe de l'Ouest sur son buffle et disparaissant on ne sait où. Après, eh bien, lorsque le bouddhisme est arrivé, les lettrés chinois disent on sait bien où il est allé en Chine, il a pris l'aspect du Bouddha pour les Indiens qui, comme le dit Nakamoto, ont besoin de genjutsu, n'est-ce pas, de prestidigitation. Et voilà, ce sont ces doctrines qui nous reviennent. Et je pense qu'il a aussi derrière la tête avec cette histoire c'est l'histoire de Lao Tzu. Et il se montre ainsi mais en même temps l'un des avant-coureurs de nos plus radicaux des Kokugakusha, n'est-ce pas, des philologues nationalistes, qui iront jusqu'à soutenir que les Bouddhas sont des divinités japonaises adaptées aux facultés moindres des continentaux. En voyant ce Kōshin, c'est tout à fait ce à quoi l'on pense, n'est-ce pas? Facétie ou défi, le sens est clair. Nakamoto souhaite que ses idées ne restent pas sous le boisseau, mais qu'elles parcourent à rebours le chemin qu'a fait le bouddhisme pour parvenir au Japon, de la capitale à la Corée, en Chine, en Asie centrale et en Inde même.
prétendre faire parvenir ses idées jusqu'à la terre natale du Bouddha, où il serait venu dans le monde non en tant que Deva, un Ten, non, mais en tant que Kami, un Shin, n'est-ce pas? Une telle ambition nous ramène à ce que nous avons remarqué à la leçon précédente sur la propension, peut-être poussée, n'est-ce pas, que manifeste Nakamoto à insérer systématiquement le terme de Kami là où on ne l'attendrait pas, encore une fois. Est-ce un jeu ou une tactique? Y aurait-il un peu du missionnaire en lui et du crypto-missionnaire, ainsi que le laisserait entendre sa dernière phrase sur la lumière à apporter aux gens? Ici encore, nous pouvons voir dans cette inversion du mouvement traditionnel, celui du voyage continental à la recherche du Dharma. Vous voyez, c'était ce qu'on appelait le Nitto Guho, n'est-ce pas, un vieux terme japonais qui désignait ce que faisaient les moines japonais qui allaient en Chine. Ils entraient Nitto dans la Chine des Tang, Guho pour chercher le Dharma. Là, c'était donc l'idéal des moines les plus ardents, et cette fois, c'est une inversion, où cette fois, c'est un penseur japonais, ou du moins ses idées, qui voyagent vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'il faudrait voir là-dedans une possible influence des missionnaires européens, dont le souvenir est encore récent, bien qu'occulté? Il a vu, on savait que le bouddhisme s'était transmis en Asie, en Extrême-Orient, par l'intermédiaire de missionnaires, qu'ils étaient venus au Japon par l'intermédiaire de religieux, mais voir de véritables missionnaires, c'est-à-dire qui apportaient une religion, tsutao, n'est-ce pas, eh bien c'était avec les Européens que les Japonais voient ça, ils voient ça in situ, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il faut voir ici une influence un peu occultée? Ben, en tout cas, ce propos justifie bien une vie d'étude, et une vie qui fut d'ailleurs si courte. N'est-ce pas? Shishitemo kuchizu. Ainsi, je ne mourrai pas. C'est une citation aussi. Mais ainsi, je ne mourrai pas complètement. Et cependant, qui sait, alors il y a une petite. Qui sait si mes idées ne relèvent pas d'une sagesse maligne? Akue, dit-il. Il s'inquiète un peu. Bon, je ne pense pas qu'il s'inquiète. Akue, n'est-ce pas? Qui est un terme tout à fait connu dans le bouddhisme. On peut se demander s'il n'y a pas l'influence du japonais warujie derrière, qui est beaucoup plus doux, n'est-ce pas, malin au sens de facétieux. Qui sait si mes idées ne relèvent pas d'une sagesse maligne? Cela est difficile à dire. Il ne reste qu'à attendre qu'un esprit éclairé, Meisha, vienne les compléter. Au moment où il espère que son œuvre compensera sa mort précoce et lui conférera l'immortalité, un doute l'assaille. Cette sagesse en action, qui lui a permis une découverte intellectuelle dont il pressent l'importance, qui le convainc en tout cas par sa clarté systématique, n'est-elle pas une sagesse pernicieuse? Il aurait alors tout détruit sans rien reconstruire. Il compte donc sur les recherches futures pour voir ses vues confirmées. Cette inquiétude semble réelle. S'il est bien persuadé d'avoir apporté du nouveau à la compréhension des deux voies, et remarquons encore une fois que le Shinto est absent de la préface, ou que du moins il n'est pas explicitement mentionné, n'aura-t-il pas fait en définitive, sauf en filigrane, n'est-ce pas, ou en subliminal, avec l'exemple que je viens de vous parler de la descente des kami, n'aura-t-il pas fait en définitive plus de mal que de bien? Le Shinto n'est pas absent de la préface seulement. Il figure à peine dans le corps du texte, et de façon fort détournée. Nous nous attendrions en revanche à trouver mentionnée quelque part l'idée centrale de Nakamoto, celle qui fut reprise par les générations suivantes. Il s'agit bien entendu de la voie véritable, le Makoto no Michi répété à satiété dans le libelle du vieillard. Or, il n'en est pas question dans le propos, ni sous sa forme sino-japonaise de Seido, ni sous le synonyme possible de Jitsudo. Qu'est-ce que cela veut dire? La réponse me paraît claire. Si l'on tient compte du caractère parfaitement contemporain des deux œuvres, du libelle du vieillard et des propos au sortir du recueillement, si l'on se rappelle que les préfaces du premier sont de la même année que la préface du second, 1744, il faut se rendre à l'évidence. Les deux œuvres sont faites pour être lues ensemble, et le libelle du vieillard, qui, nous l'avons dit, présuppose la connaissance approfondie des propos, en est aussi le prolongement. Il le prolonge en donnant une place au Shinto, une place certes ambiguë, mais égale aux deux autres doctrines, et surtout, le système tripartite est couronné par la voie véritable, la voie vérité ou de sincérité, le Makoto no Michi.
Cela nous amène à une dernière interrogation. Si l'on admet l'évidence, à savoir la complémentarité et la simultanéité des deux œuvres, ne faut-il pas alors comprendre que l'esprit éclairé, le Meisha, qu'attend Nakamoto à la fin de la préface, celui qui, par son analyse minutieuse, décidera du caractère pernicieux ou non de ses conclusions, eh bien, ne serait-ce pas tout simplement le vieillard du libelle du vieillard? La question mérite d'être méditée et je la dépose à vos pieds. Et en attendant, nous verrons à la prochaine leçon quelques points importants pour notre enquête, qui seront traités dans les propos au sortir du recueillement. Et je vous remercie pour aujourd'hui en présentant toutes mes excuses pour ce dépassement étonnant. Merci beaucoup.